L'Enfer Vert a rendu son verdict hier en Allemagne. La 53e édition des 24 heures du Nürburgring a vu la victoire de la BMW M4 GT3 Evo numéro 98 du Rover Racing, la seule voiture de la marque bavaroise engagée pour la victoire sur cette édition 2025, avec Raffaele Marciello, Jesse Krohn, Augusto Farfus et Kelvin van der Linde qui sont sortis vainqueurs de l'Enfer Vert, avec le scénario que l'on connaît, la pénalité infligée à la Porsche Grello du Manthey Racing, qui avait dominé le début de course avec Kevin Est, Ryan Chan-Guven et Thomas Preining. Les 24 heures de Nürburgring qui sont donc au menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Et nous sommes à Spa-Francorchamps, nous sommes déjà là, Laurent Mercier qui est avec moi pour ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info pour débriefer l'édition 2025 des 24 heures Nürburgring. Et nous sommes effectivement en face de la ligne droite des stands principales du circuit de Spa-Francorchamps où se dérouleront les 24 heures de Spa ce week-end. Laurent, on a assisté à une édition des 24 heures Nürburgring un peu folle, comme à son habitude, avec le début de course marqué notamment par la panne de courant dans la voie des stands et un drapeau rouge d'un peu plus de 2 heures, avant que la Porsche Manthey déroule vers 10 heures dans la matinée, et le fameux épisode de l'incident avec l'Aston Martin GT4 du Dor Motorsport, et donc la pénalité consécutive après cet accrochage entre Kevin Estre et cet Aston Martin, et donc la victoire de Rover Racing. Laurent, Rover Racing, on va commencer par là avant de revenir sur les incidents. La valeur sûre des courses d'endurance qui s'impose une deuxième fois au Nürburgring après 2020 avec une victoire avec l'ancienne, la vieille M6 GT3, et qui donc offre à la M4 GT3 Evo sa première victoire sur cette course du Nürburgring. L'équipe d'Hans-Peter Nondorf, Laurent, c'est, comme je disais, la valeur sûre, celle qui est toujours là dans ce genre de moment. Et fait à noter, cette année, c'était la seule voiture BMW pour la gagne, notamment à cause du calendrier, ce qui ajoute, hors le contexte qu'on va détailler, un peu plus de relief à cette victoire. Oui, salut Pierre. Tu vas au Nürburgring, tu sais jamais à quoi t'attendre. Il faut toujours emmener les bottes en caoutchouc, le kawaii, le parapluie, le poncho, enfin tout ce qu'il y a. Et c'est la première fois depuis 2001 qu'on n'a pas une seule goutte de pluie sur l'ensemble de la semaine en 24 heures du Nürburgring. Donc c'est quand même pas courant. Non, c'était l'été, hein, c'est plus que Ah, l'été. c'était plus que l'été, ouais. Il a fait très très chaud, pas une goutte de pluie, mais quand même un drapeau rouge, comme tu l'as précisé, avec une coupure de courant, avec un feu au niveau d'un transformateur. On sait pas trop ce qui s'est passé. On a quand même eu une neutralisation quand même assez longue. Au bout du compte, ouais, une seule BM en pro pour la victoire, et cette BM qui rafle la mise. Alors ouais, je pense qu'on va en parler. Ça n'a pas été simple, puisque la BM n'a pas dominé la course. C'est Non, plutôt elle part loin, elle part 17e sur Ouais, la grille. c'est plutôt la Porsche du Monte Racing qui a dominé une bonne partie des débats. Et dimanche matin, la BM a A trouvé du rythme. trouvé du On va être rythme. très clair, a trouvé clairement du rythme. On l'a vu revenir. Bon, déjà, hein, revenu aux avant-postes plus tôt dans la course. Effectivement, dans la nuit, la Porsche Manthey a dominé son sujet, et petit à petit, la BM a réduit l'écart, notamment Laurent, Raffaele Marciello, encore lui, qui a su réduire l'écart dans la matinée avant Augusto Farfus aussi, Augusto qui a Farfus été qui lui bon a pris aussi. la Ouais. tête, et Laurent avant donc ce fameux épisode qui décide clairement de l'issue de la course. Donc on vous rappelle cet accrochage entre Kevin Estre et une Aston Martin GT4 du Dor Motorsport sur la Nordschleife, alors que le Français en tête était sous pression de Raffaele Marciello. Bon, il y a forcément 50 avis sur l'incident, Laurent. Non-respect des drapeaux bleus d'un côté pour l'Aston Martin. Est-ce que Kevin Estre aussi est allé peut-être trop loin au niveau de la prise de l'écart, hein. On dit qu'un pilote de course ne l'est pas s'il ne prend pas les écarts. Bon, il y a 50 versions, il y a eu une décision prise par les commissaires. On a vu d'autres accrochages, Laurent, plus tôt dans la course. On rappelle celui de Dani Juncadella avec une Hyundai, qui a également occasionné une pénalité similaire. Il y a eu une pénalité annulée par contre pour la BMW de Rover Racing. Hein. Exactement, qui était Ah, moindre, hein, de 32 secondes cette fois. Ouais. Donc on peut suggérer que cet accrochage était peut-être moins important. Mais c'est voilà, c'est ça qui décide de la course. C'est dommage forcément un peu de voir cette voiture qui a dominé autant, hein, le début de course, perdre entre guillemets. Et puis surtout, hein, il y a eu un appel de Manthey qui a été finalement rejeté avec une décision dans le dernier tour.
Mais au moins, on a un vainqueur, Laurent. On a le vainqueur dimanche Alors soir et c'est peut-être ça qui est bien. c'est pas le vainqueur, qui a franchi la ligne en premier, hein, puisque c'est la Porsche de Kevin Estre qui a franchi le damier, on va dire en vainqueur avant de recevoir la pénalité de 100 secondes, donc d'1 minute 40. Mais oui, on a un vainqueur. Alors bon après, on a vu que Monte a fait un appel, hein. Maintenant, bon, faire un appel pour une telle décision, est-ce que c'est recevable? Bon, Bah, je pense que visiblement non, puisque la mais décision du je collège des pensais même pas qu'on commissaires, pouvait faire appel pour une telle décision on ne d'ailleurs. peut pas. Voilà, donc déjà, pourquoi avoir fait appel? Bon, ça, c'est un autre sujet. Chacun a son avis sur le sujet. On sait que cette partie du circuit conditionne quand même pas mal la suite au niveau vitesse et qu'il vaut mieux prendre ce premier virage vite. On sait que c'est aussi un moment où la Porsche était sous pression de la BMW de plus en plus. Il y a le non-respect des drapeaux bleus. Maintenant, je pense que ce que tout le monde a vu, c'est que cette voiture est partie en tonneau. Et je pense que si l'Aston Martin était parti juste dans le rail, sans vraiment taper, je pense que ce serait passé un peu plus inaperçu. Et là, le fait que la voiture, elle parte en tonneau, oui. Top direct à ce moment-là, Et enfin oui, c'est évidemment, tu peux le suivre en caméra embarquée dans la Porsche et tout. Mais bon, les drapeaux bleus, c'est toujours cette histoire de drapeaux bleus non respectés. Chacun se fait une idée, mais après, on va peut-être nous taxer de franco-français. Donc, je suis pas persuadé que ça valait autant quand on voit ce qu'on a vu avant. Mais bon, voilà, les officiels ont pris une décision et finalement, c'est la BMW qui gagne, qui n'a pas été la plus en vue, sur la course comme on l'a dit. Je crois que Jesse Krohn a dû faire, 2 relais, à un moment, on s'est même demandé s'il avait roulé et il a fait 2 relais dans la course et c'est toujours une histoire de course à balance de performance, de qui cache pas, qui est devant, qui ne l'est pas. Bon, je pense que la Porsche était vite quand même. mais la BM l'a été aussi, La BM quand l'a il été a fallu. la BM l'a été quand il l'a fallu, donc voilà. Surtout dans la matinée, les pilotes BMW, ont analysé, hein, après la course qu'ils avaient vraiment trouvé, cette vitesse dans la matinée. Peut-être aussi, température plus en accord avec la BM, hein, notamment, on rappelle son moteur turbo qui c'est peut-être aussi ces conditions qui lui ont facilité. Mais Laurent, plus globalement, il faut quand même, mettre en avant la performance de ces 2 voitures, hein, qui ont été les plus en vue sur l'intégralité de la course. Au début, la Porsche Manthey, Kevin Estre, Thomas Prenning, très bon, Yann Schanghoven, les 3 ont été vraiment incroyables, pour creuser l'écart, en fait, en début de course. Et ensuite, bah, on a vu, comme tu disais, les pilotes BMW, revenir. Donc sur l'ensemble de la course, Bah, c'est voir ces 2 voitures aux avant-postes ouais, et tout sauf une surprise. non, oui, c'est sûr. La BM est passée en pneu hot à 8 heures enfin, vers 8 heures du matin, je crois, contrairement à la Porsche qui a dû passer un peu plus tard. Le rythme de la BM était mieux. Peut-être aussi que tu avais moins de voitures pour la gagne en SP9 Pro, sur cette édition. À peine, hein, une seule BM, on a vu à Mercedes que 2 On voitures. a perdu la Porsche RR Sport PHX qui avait elle aussi un très bon coup à jouer. Et là, bon, avec la sortie de Lorenz Vantor, ça a un peu anéanti évidemment, cette Porsche. Maintenant, bon, Il y a eu aussi d'autres éliminations importantes, Laurent, en début de course, ouais. notamment chez Falcon, hein, Falcon qui était peut-être à placer parmi les favoris. Et on a vu bon, la malheureuse issue pour Julien Lower qui Oh lui, n'a mauvais endroit, vraiment mauvais moment, le pauvre Julien, là, rien à faire. après le premier enchaînement, un premier freinage, évidemment le virage à droite. Et donc pour continuer sur le circuit, la partie Grand Prix, et en sortant du virage, il y a une Porsche qui avait déjà été expédiée en tête à Par une queue BM, par une, une petite BM. par une Non, mais petite une BM. petite BM, une BM de la petite catégorie, d'une plus petite catégorie. Et donc, en sortant du virage, il a les phares de la voiture qui l'éblouissent, entre Ouais. guillemets. Il ne voit pas et il percute la voiture. Et bon, malheureusement, la Porsche numéro 33 est éliminée. Et ensuite, la numéro 44 également éliminée, elle sur souci mécanique. Donc, c'est sûr que dans le clan Falcon, qui avait été également en vue, hein, lors des NLS, des courses NLS au début de saison, bon, c'est sûr que ça a éliminé deux voitures potentielles Mais pour jouer aux avant-postes. c'est dommage de ne pas avoir vu la Porsche Scherer, qu'aurait pu être, même si Lorenz a été quand même, on va dire, salement secoué dans le choc. On a pu trouver un châssis, pour reconstruire une voiture et surtout que Patrick Pilet était pilote de réserve, chez Porsche, aussi bien, chez Manthey que chez RR Sport PHX. Et on a plutôt décidé du coup de déclarer forfait et de pas faire rouler cette Porsche qui était quand même magnifiquement pilotée aussi, avec Patrick Niederhauser et Ricardo Feller. On a pris une autre option et donc pas de Porsche Scherer en course. Rover Racing, donc vainqueur devant Manthey Emma. Donc 2 voitures en Michelin. Et Laurent, le podium est complété par, dans cette course un peu élimination, hein, on répète, donc les Mercedes, elles, qui ont été éliminées plus sur des soucis techniques durant la nuit, notamment un souci d'amortisseur, et pour l'autre voiture, un souci au niveau de la chaîne de traction, qui serait visiblement l'embrayage. Donc le clan Mercedes éliminé, et c'est du coup la Porsche dynamique,
Laurent, qui termine 3e avec, elle chaussée par les pneus Pirelli. Ah. Pas forcément la voiture qu'on attendait le plus pour compléter le podium, mais, au vu de la course à élimination, et quand même d'une prestation, elle, presque sans faute de l'équipage. Ça fait un joli podium pour Dynamique et pour Pirelli, du coup. Ouais, Bastian Buss, Matteo Cheroli, Luca Hartog et Joel Sturm dans la voiture et c'est sûr que Pirelli, qui a établi un partenariat sur le long terme avec Valkenhorst Motorsport, hein, pour développer aussi des pneumatiques, spécifiques, pour cette Nordschleife. C'est une belle perf de dynamique quand on sait, un petit peu la mainmise, de Michelin, hein, sur cette course avec les pneus confidentiels puisque les équipes qui roulent en pointe les équipes de pointe ont le droit à des pneus, développés spécifiquement, pour cette course. Donc on a une belle guerre de pneus avec Pirelli donc sur le podium, avec, une voiture avec Yokohama, avec la Ford Mustang, donc on On parlera en aussi parlera avec, évidemment. avec HRT, donc avec Goodyear aussi, qui a placé la voiture, l'Aston Martin notamment de Pro Sport. Ce qui fait le sel de la course, hein, contrairement aux 24 heures de Spa évidemment où, Pirelli est le Et, seul et manufacturier. j'ai oublié Hankook, avec une Porsche aussi aux couleurs Hankook. Laurent, parmi les bonnes surprises, même si la course s'est terminée sur un abandon, c'est la Ferrari, la seule Ferrari également, engagée en pointe, c'était avec Kondo Racing by, Rinaldi, hein, où on retrouvait notamment Thomas Neubauer, le français, le pilote, officiel de la marque italienne, qu'on a vu très à son aise, légèrement décalé en début de course au niveau de la stratégie, dans la séquence d'arrêt, mais, la voiture s'est montrée très performante avec des pneus Yokohama qui étaient peut-être pas forcément les plus attendus, sur ce circuit et sur cette épreuve, et malheureusement les crevaisons et ensuite un incident avec, une BMW d'une catégorie inférieure qui ont, ruiné les espoirs de bien figurer au classement final, mais ça a longtemps joué le podium, Laurent. Exactement, c'est dommage, hein, il y avait, David Perel, Felipe, Fernandez-Lazer et Axel Jeffries avec, Thomas Neubauer et il y avait un bon coup avec, Kondo, alors c'est plus le Rinaldi Racing qui fait rouler la voiture, ce qui était un peu le cas de Fricadelli quand ils ont gagné, il y a 2 ans. Belle course et malheureusement, ouais, contact avec une petite BMW, enfin une BMW, catégorie inférieure. Ça ne voit pas l'arrivée mais une belle perf aussi de cette Ferrari. Et une belle perf de Thomas Neubauer en top qualifying, Laurent. Oui, Deuxième place, exactement, ouais. avec, une première ligne, Mmh. à l'issue des top qualifying qui était, française avec Kevin Estre et Thomas Neubauer. On va donc compléter ce top 5, Laurent, avec, la Lamborghini numéro 28 Apt, pilotée par Marco Mappelli, Christian Engelhardt et Luca Heinzler, qui aurait logiquement dû, terminer sur le podium. Malheureusement, une intervention dans les toutes dernières minutes sur l'arbre de transmission arrière gauche a empêché cette Lamborghini de terminer sur le podium. Lamborghini a souvent été malchanceux, comme sur beaucoup de courses de 24 heures. On le voit régulièrement à Spa, mais, au Nürburgring aussi, hein, la marque italienne n'avait eu que peu de réussite, souvent représentée par Conrad Motorsport. Et là, avec, l'arrivée de Abt, hein, qui est passé dans le clan Lamborghini cette année, notamment en DTM, on en attendait beaucoup, notamment l'autre voiture, la numéro 27, hein, où on retrouvait, Mirko Bortolotti, Dani Juncadella et Jordan Pepper. Laurent, la 4e place, de cette voiture, montre que, Lamborghini peut espérer des choses sur les courses, d'endurance majeures, mais que à chaque fois, ou la technique ou l'effet de course, empêche la marque de conclure, on va dire. Ouais, alors oui, c'est vrai. Maintenant, si tu regardes le classement, quand tu vois dans le top 10, sur les 4 Lamborghini au départ, il y en a 3 dans le top 10, c'est la seule qui y est pas, c'est celle qui a abandonné. Mais, tu as quand même la voiture de Conrad qui finit 8e. Tu as la voiture aussi de Renazzo Motorsport qui finit 10e, plus donc, celle de Abt Sportsline. Donc, c'est Un bon résultat un bon d'ensemble? résultat d'ensemble des Lamborghini avant les CrowdStrike 24 heures de Spa dont on reparlera un peu plus tard et où Lamborghini est toujours à la recherche d'un succès. Mais Lamborghini, c'était pas la marque la plus en vue aux 24 heures du Nürburgring ces dernières années. Et franchement, la prestation d'ensemble des Lamborghini est bonne. Parce que ça a aussi fait parler l'histoire de notre ami Mirko Bortolotti avec ses drapeaux rouges et qui nous a fait Vous l'avez sans doute vu, ouais, sur qui internet, s'est dit, tiens, je vais me faire un petit. Enfin, j'exagère parce que c'est pas vraiment ça, mais voilà, sa licence a été la suspendue si licence a jamais été, il avait. au niveau de la décision, la licence a été retirée, mais finalement la décision a été suspendue au moins jusqu'à l'arrivée de la course. Donc il a pu disputer la course. Donc logiquement, on peut s'attendre à ce que l'épisode ne soit pas terminé et que ça se règle à partir de maintenant, on va dire. Ouais. Et ouais, Il nous a fait 9 quoi, 9 postes de ouais, commissaire? visible, au vu 8-9? effectivement du décompte, la vidéo, on peut voir qu'il y a une dizaine, allez, Pleine balle. voilà, où il n'a pas ralenti. Alors bon, voilà, là aussi, il peut y avoir plusieurs versions, mais pour le collège des commissaires,
C'est une sanction, forte qui a été infligée et on a vu, Laurent, beaucoup d'excès de vitesse. Ah Là énorme! aussi, durant je Beaucoup, rebondis là-dessus avant de c'est conclure le clair. top 5. On a vu beaucoup d'excès de vitesse sous les fameux codes 60, hein. On vous Ouais. rappelle cette règle qui neutralise les portions du circuit en cas d'intervention des équipes, et on les voit notamment avec les voitures en piste, hein. C'est une spécificité du Nürburgring à prendre en compte et on a vu beaucoup d'excès de vitesse, mais de très hauts excès de vitesse et on a vu des retraits de Mmh. licence, nombreux sur cette épreuve. Alors que pourtant, c'est justement un système qui est connu, hein, des pilotes, du fait notamment, d'avoir le permis, ce fameux permis dont tout le monde parle, pour rouler sur la Nordschleife et donc la compréhension et l'application de cette règle et là, bon, il y a eu du boulot Ouais, il y a et je du pense petit qu'il y aura bois pas peut-être, mal. il y aura Ouais. peut-être du rappel à l'ordre dans Sachant les qu'il y avait prochains quand jours. même, quoi, 134 voitures au départ. On en a 88 qui sont classées et 46 qui sont, évidemment non classées. Donc, ouais, on a eu pas mal de pénalités là-dessus, ouais. Et donc Laurent, le top 5 complété, par le vainqueur en Pro-Am qui est, alors peut-être une petite surprise, mais c'est la Ford Mustang, numéro 65, du HRT Ford Performance de Denis Fetzer, David Schumacher, Salman et Youssouf Ovega qui conclut, une course propre pour cette voiture, les 2 autres ayant été, accidentés et avec des soucis techniques. Mais, pour la première année de HRT avec cette Ford Mustang, vous pourrez lire d'ailleurs une longue interview du directeur général de l'équipe, Ulrich Fritz, sous peu sur Endurance Info. Ce résultat, Laurent, c'est vraiment une belle perf et Oui. surtout ça donne, j'imagine, un élan pour l'équipe sur une course très difficile, hein, toujours, et notamment quand on ne connaît pas, la voiture, hein, dans la courbe, enfin l'apprentissage de la voiture. Ce résultat vient concrétiser un petit peu les premiers efforts de HRT avec Ford, en ce début de saison. Pour être totalement honnête, je sais pas si on aurait pu mettre une pièce avant le départ, hein. Enfin, pour ce résultat-là, pour HRT, on sait qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits par HRT, pour faire rouler ces Ford Mustang GT3 avec des programmes multiples, hein, GT World Challenge Europe, DTM, ADAC GT Masters, la Nordschleife. Donc ça fait quand même beaucoup de programmes. Là-dessus, bravo, c'est une belle perf, surtout que c'est pas les pilotes les plus en vue. Bon, Denis Fetzer, on l'avait vu dans le passé avec Porsche notamment. Et là aussi, il va peut-être falloir revoir ses pronostics justement pour les 24 heures de Spa par rapport au Ford Mustang. Et Laurent, en Pro-Am, on va pouvoir signaler sur, l'Aston Martin, numéro 37 Pro Sport Racing, donc deuxième e de la classe, la belle performance de Steven Palette qui a retrouvé l'épreuve depuis, pour la première fois depuis quelque temps Mm. et qui conclut sur le podium avec, Marek Bokman et Nico Bastian. C'est une belle perf du Français qu'on voit moins sans GT3, à temps complet, hein, évidemment, mais qui a su, performer là sur cette épreuve des 24 heures de Nürburgring 2025. Même l'Aston en général. Alors oui, il y a eu du petit bois, notamment pour celle de la Et voiture de pointe de chez Valkenhorst, Valkenhorst. c'est sûr, mais sinon, celle de ProSport, franchement, ouais, avec un équipage à 3. Bon, évidemment, Nico Bastian et Marek Bokman connaissent bien la Nordschleife, et l'arrivée de Steven Pallet aussi, qui dispute ce week-end les 24 heures de Spa sur une Audi, et qui disputera la semaine d'après les 25 heures Fun Cup sur une Fun Cup, forcément, à Spa-Francorchamps. Et là aussi, ProSport, ouais, qui fait une belle perf et la Stone, je crois que celle de Valconors, la voiture en Pro-Am, elle a terminé, celle qui avait la déco, spécifique là aux couleurs RTL. Il manque celle de Valconors en Pro, mais 2e place en Pro-Am pour ProSport Racing. Ouais, la l'Aston Martin numéro 30, hein, du Valkenhorst Motorsport en AM qui termine à la 31e place avec notamment, le patron Henri Valkenhorst qui roulait avec, Jörg Breuer qui est l'un des, managers de la Et structure allemande. et dans le camp Audi, c'est les rookies, East Talent Racing qui pointent quand même à une belle 6e place avec, Simon Reicher qui est le fils du patron, mais qui a l'habitude de rouler et qui roule en GT Open, le reste du temps, et Christian Klein, Norbert Sidler et Max Hofer. Donc c'est quand même une 6e place et je crois pas loin du top 10. On a la voiture de Jutta Racing avec, notamment Pierre Caffer et Voiture qui est pas passée, on l'a correctionnelle en début de course. oui, exact, exact, exact. Il nous manque, celle de Scherer Sport PHX. Vainqueur l'an dernier, Ouais. dans les conditions qu'on connaît, mais, lauréat en titre de ces 24 heures du Nürburgring, effectivement, l'Audi numéro 1, hein, qui était partagé par Luca Ludwig, Markus Winkelhock et Christopher Haas, qui n'a pas pu briller alors qu'on a vu la voiture très en verve, Laurent, lors des 2 séances qualificatives avant le Mmh. top qualifying, de jeudi. Et malheureusement, un souci technique, hein, qui a touché la voiture et Luca Ludwig n'a pu éviter le contact avec les barrières, en début de nuit, dans la soirée, début de nuit. Malheureusement, cette voiture, qui a abandonné très tôt et qui du coup a mis un terme aux espoirs globaux de Scherer Sport
sur cette 53e édition. Laurent, on va passer aux 24 heures de Spa dans quelques instants pour conclure donc ce trio d'épreuves de 24 heures, mais on va mentionner l'événement global des 24 heures Nürburgring. Donc déjà une météo parfaite, Mmh. donc pas de camping inondé ou du brouillard à couper au couteau pour gêner, on va dire, un petit peu le déroulement du meeting. Et surtout, un record, hein, un record de spectateurs avec 280 000 personnes. Ça surpasse, Laurent, le record de 2011, c'est Mmh. ça? Qui était d'environ 250 000 personnes. Donc, encore une fois, les 24 heures Nürburgring attirent. Et bon, pour ma part, c'était la première fois que j'allais sur cette épreuve et j'ai pu découvrir vraiment l'envers du décor avec ces fameux campings le long de la Nordschleife et cette ambiance si particulière. Et Laurent, globalement, l'expérience, on en a parlé après les 24 heures du Mans avec une expérience spectateur, fan qui est incroyable aussi aux 24 heures du Mans avec le village, hein, on se souvient du village constructeur, le village global qui mettait vraiment en avant, toutes les activations des constructeurs ou des marques et une très belle expérience pour les spectateurs. Mais là, au Nürburgring, c'est en fait un petit peu différent. C'est un peu plus centré sur voilà, la course avec tout cet enchaînement de campements autour du circuit. Mais même dans le paddock, tout est ouvert et ça, c'est la grosse différence, Laurent, avec les 24 heures du Mans qui, parfois, ont tendance à se fermer un petit peu pour le public. Là, les spectateurs peuvent être vraiment au cul des box, comme on a l'habitude de dire, et avoir vraiment une vue en plus sur cette organisation toujours particulière avec des voitures qui sont mélangées dans les box. Et on le voit dans le paddock, même les voitures en SP9 Pro, hein, les GT3 sont sous les tentes et donc visibles par le public. Et ça, Laurent, on le trouve, pas ailleurs, clairement. Cette ambiance-là est si spécifique au Nürburgring. Alors, c'est une course, si t'es pas allemand, tu pars quand même avec un handicap parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en allemand, même si ça s'est quand même bien amélioré. Moi, je me souviens la première fois où j'y suis allé, il y avait même pas de transpondeur, hein, tu savais même pas qui était dans la voiture, donc tu avais juste le team et point. Et après, même pour toutes les infos et tout, il y avait rien en anglais, aucune communication et tout. Donc ça a changé. Et puis il y a aussi le fait aussi que ça fait partie de l'Intercontinental GT Challenge. Donc ça, c'est aussi un changement. Mais ouais, tout est ouvert. C'est le seul circuit où tu as autant, où tu as une Porsche 911 GT3R qui dépasse une Dacia Logan, qui a mal fini d'ailleurs, la pauvre Et Dacia. Valpini qui a, malheureusement été impliqué dans un Mais incident ça a attristé beaucoup de monde. Mais tu as moins de voitures au départ aussi qu'il y a quelques années où il y avait quand même beaucoup plus de petites voitures. Là, c'est un peu moins le cas et je pense que ça suit la professionnalisation du sport automobile où même les gentleman drivers sont de plus en plus affûtés. Maintenant, il y a l'histoire de cette licence qu'il faut passer où tu peux pas arriver comme ça, même si tu es millionnaire ou si même tu t'appelles Max Verstappen ou Valentino Rossi, on va pas te dire bah tu peux le faire en GT3. Il faut que tu passes ta licence comme les copains. Et ça, c'est un plus. Toujours une course où il y a quand même beaucoup d'accidents quand même assez spectaculaires. Et le plus spectaculaire, évidemment, c'est l'Aston qui se retrouve sur le toit suite au contact avec la Porsche Montey avec la BM derrière qui a failli l'éviter, la Lamborghini qui est obligée de freiner. C'était Jordan Pepper qui était dans la Lambo, qui aurait très bien pu la harponner, hein. Et on voit, Raffaele Marcillo qui passe sur le bord, Ouais, qui qui saute tape. et qui endommage le le Ouais. le plancher de sa voiture, hein. Ça aurait pu, Donc se terminer là. c'est une course où tu ne comprends rien au terme des qualifications, où c'est incompréhensible et on sait que c'est fait aussi Même pour pour les équipes. ouais, pour trouver la meilleure BOP possible sur cette course-là, parce que là aussi il y a une BOP et là aussi tout le monde cache un peu son jeu avec des voitures qui ont des perfs un peu différentes le dimanche matin. C'est pas spécifique à cette course, on le voit un petit peu partout. Et on a aussi des voitures qui fonctionnent mieux sous certaines températures. Mais on a aussi évidemment un jeu de cache-cache. Et donc Laurent, nous enchaînerons donc cette semaine, puisque nous sommes, on vous le rappelle, depuis le circuit de Spa-Francorchamps avec le dernier des 3 doubles tours d'horloge de ce mois de juin. Les 24 heures de Spa, le sommet de la saison de l'Intercontinental GT Challenge et du GT World Challenge Europe, version Endurance Cup. Laurent, il y aura 75 voitures au départ cette année, un nouveau record, avec toutes les grandes marques représentées pour viser la victoire finale, hein. Quasiment toutes les marques, puisqu'on sait que Audi ne sera pas en pro. Mais on retrouvera évidemment Mercedes, BMW, Porsche, Ferrari et consorts pour aller chercher une victoire toujours de prestige, hein, qui est le Graal pour les marques et les équipes engagées dans ce championnat. Laurent, comment tu vois les choses? On vient de voir les 24 heures du Mans avec, pour ce qui concerne le GT3, une belle prestation de Porsche. On a vu les 24 heures Nürburgring avec encore Porsche et cette fois BMW et avec des équipes qu'on va revoir là ce week-end. On parle notamment du Rover Racing. Comment tu vois un peu les choses, sachant qu'on peut s'attendre à une météo plutôt clémente, encore une fois,
pour la course? Est-ce qu'on part sur une course, fluide et avec, les éternels favoris, devant ou ça sera peut-être plus animé que ce qu'on pense? C'est une course qui, moi, me tient à cœur parce que tu as une seule catégorie. Alors oui, il y a une BOP, certes, mais tu as une seule catégorie. Je pense que ça n'a jamais été aussi ouvert parce que je pense que tout le monde est affûté, tout le monde a progressé en termes de compréhension de voiture et tout. On n'a pas spécialement, alors oui aussi, on a des nouvelles voitures comme la Corvette par exemple. La Ford était déjà là l'année passée, mais la Corvette qui joue pas en pro. Mais par contre, entre, Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, Mercedes, Aston Martin qui a gagné l'année passée l'édition du centenaire, BMW. BMW qui vient de gagner les 24 heures du Nürburgring avec Rover Racing qui aura 2 voitures, contrairement à la saison régulière où il n'y en a qu'une. WRT qui veut forcément arriver ils ont tué le lapin aux 24 heures du Mans, donc je sais pas s'il y a un chat qui a été enlevé de la voiture, mais qui a, qui a toujours été en mesure de gagner cette course et qui finalement, ça fait 11 ans, 2014, 11 ans que WRT n'a pas gagné, alors qu'il y a eu pas mal d'abandons sur des contacts en piste et qu'il vient avec plus de voitures que sur la saison régulière. Dont celle de Valentino Rossi et Kevin Magnussen et René Rast, qui sont Voilà. forcément très scrutés. Aston Martin qui a de quoi faire à la passe de 2. Porsche qui peut aussi, qui a fait un beau début de saison avec Schumacher CLRT. Lamborghini qui tient absolument pour la dernière année normalement de l'Huracan GT3 avant l'arrivée de la Temerario, tient à gagner cette course. Avec VSR qui fait rouler une voiture en pro pour un top équipage, avec Grasser qui est toujours là. Enfin, franchement, McLaren avec Garage 59 qui a fait des choses bien au Paul Ricard. C'est suffisamment ouvert et franchement, va encore falloir qu'on se creuse la tête pour les pronostics. Laurent, donc on verra ça à partir de jeudi pour les premiers roulages, sans compter le bronze test qui sera disputé avant. Et Laurent, la semaine sera évidemment marquée mercredi par la parade, la fameuse parade depuis le circuit de Spa-Francorchamps jusqu'au centre de la ville. Il sera normalement lancé, Laurent, à 18h cette année, un petit peu plus tard que d'habitude, mais vous pourrez évidemment retrouver tous les acteurs de cette parade dans le centre-ville de Spa avec dédicace disponible. Laurent, on conclut ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info qui était consacré aux 24 heures du Nürburgring 2025 et à la transition vers les 24 heures de Spa, donc qui seront à suivre ce week-end. Merci Laurent, et puis on te retrouve aux commentaires dès les premiers roulages en Belgique. À bientôt.